Alors, moi, j'avais pour charge de faire une synthèse et une discussion. Le temps est largement dépassé. Normalement, on est censé finir dans 8 minutes à peu près. Donc, je crois que je vais faire la synthèse de la synthèse que j'avais prévue. Mais ceci étant dit, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des 3 intervenants, parce qu'on a eu des éclairages tout à fait intéressants qui viennent remettre en question. Enfin voilà, je trouve que c'était d'une très bonne tenue, très riche. Je voudrais remercier également le Fonds français alimentation et santé pour avoir permis ces interventions. Et enfin, l'ensemble du public et des réactions qui ont, à mon avis aussi, largement participé à la qualité de ces débats. Alors, moi, ce que je retiens très rapidement de ces trois points, hein, de ces 3 interventions, hein, c'est d'abord le fait qu'on est en termes à la fois de définition et de public face à quelque chose de tout à fait complexe et qui nous sort un petit peu des idées reçues. On l'a bien entendu, il y a des définitions autour de la pauvreté, qu'elle soit monétaire, non monétaire. On a des définitions objectives, donc c'est plutôt du côté monétaire, des définitions subjectives. On a des définitions plutôt du côté de l'alimentation. En réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'on a un phénomène qui est tout à fait multidimensionnel et donc qui ne peut pas être abordé par un seul aspect qui le rend extrêmement complexe. Et un point qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est la diapositive du docteur Anker qui montrait bien qu'il n'y avait pas forcément une corrélation entre le revenu d'un côté et la situation d'insécurité alimentaire, et la plupart des intervenants sont revenus sur ces questions. Et de même, je pense qu'on ne peut pas avoir de portrait type. Il n'y a pas une population précaire. C'est à la fois quelque chose qui est dynamique. On voit qu'il y a des phénomènes de progression. Hein. On a parlé des femmes, des retraités, des travailleurs pauvres, des immigrés. Mais on voit bien qu'on est face à un certain nombre de gens qui ont des contextes de vie, des besoins, des enjeux qui sont tout à fait différents. Et je finirai là-dessus. Pourquoi une telle diversité tant dans les aspects que dans la population? C'est parce qu'on est d'une certaine façon face à un phénomène qui est tout à fait massif. À plusieurs reprises, on a parlé de chiffres en disant, ben voilà, on dit 5,5 millions dans l'aide alimentaire, mais en réalité c'est 10 millions par rapport au seuil de pauvreté, etc. Alors même si on peut discuter de tout ça, et que probablement le seuil de pauvreté ne permet pas de comprendre toute l'ampleur du phénomène, et donc, encore une fois, et ça aussi c'est quelque chose qui était très intéressant, ça nous concerne tous et c'est pas qu'une population spécifique. Et d'ailleurs on le voit, alors oui, il y a des inégalités, on l'a bien vu, hein, je pense par exemple à l'obésité, etc. Il y a des inégalités, mais en même temps on voit bien que les comportements sont des comportements partagés, pour certains, par l'ensemble de la population, c'est-à-dire par nous, et qu'on est concerné. Et ça me permet d'arriver à mon deuxième point, qui est que, au-delà d'une question d'alimentation, en réalité, on est face à une question d'inégalité sociale. D'inégalité sociale, alors, qui comprend l'alimentation, évidemment, mais qui ne s'y limite pas. Et que, de ce point de vue, quand on reprend un concept, une notion qui est largement travaillée, qui sont les inégalités sociales de santé. Et là, on comprend mieux que, oui, il y a des gradients en fonction, et ça a été montré, de son niveau d'emploi, de son niveau de revenu, mais également probablement de l'environnement, etc., etc. On a des inégalités de santé. Alors ça, cette idée de dire c'est, avant d'être une question d'alimentation, c'est d'abord une question d'inégalité, ça renvoie d'une part au rôle du politique, et donc on retombe sur le droit à l'alimentation qu'on a évoqué, mais ça renvoie aussi à quelque chose qui a été beaucoup évoqué par rapport au terrain, c'est-à-dire que c'est pas que des responsabilités individuelles, mais évidemment c'est des responsabilités environnementales. On vient de parler de l'offre, on vient de parler de tous les problèmes que pose le fait, d'une certaine façon, alors je ne suis pas en train de critiquer l'éducation nutritionnelle, mais où on est en train d'être dans un discours un petit peu d'injonction à être en bonne santé, et éventuellement d'injonction à manger durable, on l'a aussi évoqué, mais à partir du moment où on
part du principe que c'est bien une question d'inégalité, ça renvoie à des problèmes plus structuraux de politique plus générale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover, faire sur le terrain, et parce que c'est bien une espèce de connexion entre des éléments effectivement structuraux qu'il ne faut pas ignorer, on agit dans un environnement, voilà, mais également des éléments au niveau du territoire, ça a été dit aussi, au niveau des associations, etc., etc. Et donc, on en arrive au troisième point, assez logiquement, qui est que une des manières d'agir par rapport à ces inégalités, une des formes fondamentales, c'est évidemment les dimensions démocratiques et les dimensions d'empowerment ou les dimensions de permettre aux populations de retrouver des capacités d'agir. Et donc, en fait, une des questions fondamentales, finalement, et on retombe encore une fois sur le droit à l'alimentation, c'est quand on agit, quel pouvoir on donne à ces populations. Et je crois que l'exemple que donnait Nicole avec Opticourse, quelque part c'est ça, c'est-à-dire au fond, on répond aux enjeux de la population. On répond à un moment donné à ces enjeux. Et c'est ça la question qu'il faut se poser quand on agit, à quel enjeu. Et donc, ça nécessite de prendre au sérieux que les gens donnent et construisent leur enjeu à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et je trouve que ce qu'on a dit sur la transition alimentaire, donc il y a un autre enjeu, hein, là on n'est plus sur la question de la précarité, eh bien cette relation entre précarité et enjeu autour de la transition aussi, c'est quelque chose où cette idée de démocratie alimentaire est extrêmement importante, hein, ça a été extrêmement bien dit par Dominique, mais parce qu'en fait, ça nous permet d'éclairer ça d'un double regard. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout l'enjeu de la précarité alimentaire, même si le terme n'est pas forcément bien choisi, ça va interroger la transition en se demandant, mais cette transition, est-ce que ce n'est pas des normes? Est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle forme d'injonction? Et donc ça permet aussi d'avoir une forme de réflexivité sur cette transition, de ne pas rester sur des acquis comme étant, bah oui, comme Dominique le soulignait, il faut manger ça, ça, ça. Voilà. Donc, finalement, ces questions-là interrogent la transition, et en même temps, la transition interroge aussi les questions de précarité, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer une fracture? Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer des inégalités autour de ces dimensions, qui sont aussi des dimensions extrêmement importantes, sociétales, etc. Donc, il y a ce double regard, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de lier les deux. Et en conclusion, et je m'arrêterai là, j'espère que je n'ai pas été trop long, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que les projets qui nous ont été présentés là, que ce soit par le docteur Ancard, ou les projets dont on parlera à la prochaine séance, ou les projets qui ont été évoqués aussi dans la salle, essayent, alors peut-être pas avec des incertitudes, avec des échecs parfois, mais essaye d'entrer dans cette logique-là, et entre autres, alors pas forcément directement auprès des populations, mais en tout cas auprès des porteurs de projets, il y a eu cette dynamique de vouloir les associer, les faire parler, qui eux-mêmes puissent dire quels ont été leurs enjeux, leurs échecs, etc., et pour construire du commun et du collectif. Donc, à une petite échelle, avec cette idée finalement de participation et de démocratie. Et je voudrais finir sur un point qui est tout à fait important. Certes, et ça a été signalé, il faut de l'évaluation, que ce soit pour les grandes politiques publiques, que ce soit pour les projets à une échelle plus locale, mais cette évaluation ne doit pas enlever la capacité réflexive. C'est-à-dire qu'un projet, ce n'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui a une capacité, une intelligence de s'améliorer, de constater que peut-être les objectifs initiaux, il y a des échecs, mais du coup de les transformer et d'en tirer quelque chose de positif. Et donc ça aussi, c'est important dans l'accompagnement et dans les méthodologies. Et je m'arrêterai là parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Alors normalement, il y avait encore peut-être du temps pour la salle, mais je ne sais pas s'il y a des ultimes réactions, questions. Si tu me permets, je voudrais juste rajouter une toute petite chose qui est que il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui citoyennes et pas citoyennes d'ailleurs, qui partent aussi des pouvoirs publics ou qui partent d'acteurs privés autour de ces accès à l'alimentation.
Un des problèmes de fond qu'on a quand même, c'est la façon de réfléchir le financement de ces projets. Donc ce n'est pas un gros scoop que je suis en train de vous faire, mais on voit bien qu'on a par exemple, Mathieu et moi, on a travaillé sur un programme qui s'appelle Unitaire, donc qui était un programme de soutien aux épiceries sociales. Et on voit bien que ce type de projet ne peut pas durer s'il n'y a pas un véritable engagement de prise en charge de ces projets, en particulier par les pouvoirs publics ou en tout cas par des formes de financement qui vont assurer le fonctionnement. Parce qu'on voit des formes nouvelles comme ça qui permettent de poser les questions un petit peu différemment et sous l'injonction du modèle économique qui doit absolument passer, finalement ça s'arrête. Si je dis ça, c'est parce que je pense que l'alimentation et les enjeux d'accès à l'alimentation, c'est une mission régalienne. Et que donc, sur des projets comme ça, il devrait y avoir de façon forte le soutien à quelque chose qui s'installe dans la durée. Alors je sais bien, on va me dire, il n'y a plus de sous, nanana, machin truc, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, si on pense modèle de transition, on est bien obligé aussi de revoir le modèle politique qu'il y a derrière. On va prendre les 3 ou 4 dernières questions. Essayez encore une fois, le plus possible, d'être... Oui, bonjour, Céline Lema, je travaille à la Direction générale de la cohésion sociale du ministère des Solidarités et de la Santé sur les questions de précarité alimentaire. Donc, Dominique Mathurel m'a tendu la main sur l'atelier 12 tout à l'heure, donc je vais essayer de faire très très court parce qu'il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, je vous remercie parce que c'est extrêmement intéressant et effectivement, ça interroge nos politiques. Mais je vous invite quand même à aller regarder la définition de la lutte contre la précarité alimentaire. C'est l'article 266.1 du Code de l'action sociale et des familles. Et donc on est quand même passé dans la loi de la définition d'un dispositif qui était l'aide alimentaire, qui visait à distribuer des denrées aux personnes en situation de précarité, à la définition d'un objectif qui est de favoriser une alimentation favorable à la santé pour tous. Et je pense que c'est essentiel. Alors aujourd'hui, on n'en voit peut-être pas les effets, mais la loi, elle date d'octobre 2018, donc il faut peut-être un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Et par ailleurs, dans la définition, il y a des notions de dignité, il y a des notions de développement du pouvoir d'agir des personnes, et on cite les acteurs en indiquant qu'il faut associer les personnes aux actions à mettre en place. Donc je pense qu'il y a moyen, par rapport à tout ce que vous avez dit ce matin, de pouvoir actionner des actions et des politiques sur cette base-là. Je te remercie, je voulais te remercier pour avoir parlé de la nouvelle fracture par rapport à l'alimentation durable. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train exactement de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait il y a 10 ou 15 ans sur la nutrition. Donner des conseils, etc., sans savoir si qu'est-ce qui est accessible, combien ça coûte. Alors là, aujourd'hui, c'est pareil, quoi. C'est pire, parce que dans les nouvelles recommandations du PNNS, si vous lisez bien, ça va être écrit, ça va être diffusé partout. Mangez 5 fruits et légumes, et si vous le pouvez, mangez les bio, achetez les bio. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas? Donc, on est exactement en train de refaire exactement les mêmes erreurs, et la fracture durable, elle est là. Elle est vraiment devant nous. Oui. Et après, une dernière question là. C'était juste pour préciser, parce que tu ne l'as pas fait, que la 3e conférence, c'était juste pour préciser qu'on n'a peut-être pas assez centré sur le fait que les personnes concernées sont le centre de nos préoccupations et que c'est l'objet de la 3e conférence, parce qu'on a décidé de leur consacrer la dernière conférence et pas la première, mais avant tout il faudrait aussi leur donner la parole et savoir ce qu'ils attendent réellement. Une dernière question. Oui, je voulais citer un exemple personnel pour introduire l'éducation populaire, qui est un mouvement qui est là pour donner les clés aux gens. Donc, ce n'est pas justement le Yaka Faucon, c'est pour dire qu'il existe ça. Donc, du coup, je vous raconte un exemple. Je m'étais abonnée à un panier AMAP dont vous parliez tout à l'heure. Et avec mes 3 ados, voilà, on recevait ça. Et deux conclusions. Un, je cuisine pas assez, et donc les légumes périmaient, voilà, c'est resté stocké, etc. Et 2, mes 3 ados, ils en avaient un peu ras-le-bol de voir des navets et des citrouilles toutes les semaines arriver. Donc c'était pour dire que la solution, c'est pas de dire aux gens, il y a qu'à faucon,
prendre un panier AMAP, mais la solution, c'est de dire aux gens, connaissez-vous vous-même et sachez qu'il existe les paniers AMAP, il existe le surgelé chez Picard, il existe ci, il existe ça. Connaissez-vous? Est-ce que vous êtes du type à cuisiner? Est-ce que vous êtes du type sachez lire une étiquette, enfin voilà. Et c'est ça l'éducation populaire, et je trouve ça assez intéressant quand on parle d'empowerment et sortir des injonctions. Merci beaucoup.